Bonjour à tous, merci d'être là. Je vois qu'il y en a qui enchaînent 1 heure de RGPD plus l'usage responsable et éthique, bravo. Moi c'est Sophie Leclerc, je travaille chez Dolmen. Dolmen, on est éditeur de logiciels, on est une start-up rennaise, donc on est un peu voisins d'ici, et on développe une plateforme de marketing client local qui permet au point de vente physique, puisqu'on vient du monde physique, de faire 3 principales choses: de collecter de la donnée en magasin, de gérer cette donnée, de l'organiser, de la segmenter, de la traiter de manière totalement sécurisée. Et puis, alors j'aime pas le mot exploiter, mais en tout cas de l'utiliser à bon escient dans une optique de création de campagnes de communication ciblées, personnalisées, depuis un ordinateur ou depuis un smartphone. Typiquement, un chef de rayon dans un magasin peut, depuis son smartphone, communiquer avec ses clients de manière ciblée et personnalisée. Voilà. Donc, en guise d'introduction, je voulais juste partager avec vous 3 actualités récentes, pour rebondir un petit peu sur le sujet précédent aussi, qui était le RGPD. Courant d'été, en tout cas un peu avant l'été, et puis là encore tout récemment, il y a eu pas mal d'actualités juridiques. Alors d'abord Facebook, courant mai, qui s'est vu infliger une amende de 110 millions d'euros par la Commission européenne. On en parlait juste avant, jusqu'ici la CNIL c'était plutôt des amendes de l'ordre de 150 000 euros, autant dire aucun impact pour ces géants du web. 110 millions d'euros, ça commence à chatouiller un petit peu plus. Et en juin 2017, alors juste pour revenir sur Facebook, c'était en lien avec WhatsApp, Facebook et WhatsApp qui ont croisé en fait leurs données, ce qui n'était absolument pas autorisé, et qui s'est pris une amende pour ça. Google, autre énorme parmi les GAFA, courant juin, s'est vu infliger une amende de 2,4 milliards d'euros. Là aussi, pour des géants comme ça commence à faire un petit peu de bruit, en tout cas, voilà, à faire un petit peu d'effet. Dernière actu, c'était fin août, je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi, une enquête, alors ça fait couler un petit peu d'encre, et puis ça a été repris dans certaines émissions de radio notamment. Donc comment les apps Figaro, L'Équipe ou Closer participent au pistage de 10 millions de Français. Il s'agit là d'une entreprise, d'une start-up en l'occurrence, qui utilise notre mobile pour, via un mouchard ou cheval de Troie, en fait, capter nos données de géolocalisation. Et donc toutes les 2 minutes, quand on télécharge une de ces applis, toutes les 2 minutes, on indique à cette entreprise où on est situé. Et ces données de localisation, elles sont revendues à des tiers. Aujourd'hui, il y a un vide juridique sur le sujet. Demain, ou le 25 mai pour être plus précis, 2018, avec le RGPD, ça c'est terminé. Et ce genre d'entreprises aujourd'hui qui font ça, on voit que non seulement il y a des impacts au niveau juridique, je reparlerai rapidement de la partie effectivement légale, mais c'est surtout vis-à-vis des consommateurs. Et aujourd'hui, vous comme moi, on est consommateurs, et moi qu'on me traque toutes les 2 minutes pour savoir où je suis et qu'on revende cette info à des tiers, ça me pose problème. Et donc le sujet, c'est à la fois, oui, le contexte juridique, il bouge, parce qu'il y a un vrai sujet derrière qui est le respect du consommateur et le respect de ses données. Et encore une fois, on est tous concernés par le sujet. Ce consommateur, juste pour reposer aussi un petit peu le sujet, Internet, c'est même plus un sujet, on est tous connectés aujourd'hui, on passe, selon les sources, entre 3 et 4 heures par jour sur Internet. 77% des Français sont équipés d'un smartphone. Quelques chiffres intéressants là-dessus, on consulte en moyenne son smartphone 150 fois par jour. Et on l'utilise une trentaine de fois. Je pense que ça aussi c'est la moyenne, on est certains à faire beaucoup plus. On a même des cures de désintoxication qui se vendent de plus en plus par rapport au smartphone, même des écoles qui agissent en disant interdiction au smartphone, avec beaucoup de bénéfices visiblement, et les élèves qui laissent leur smartphone à la maison, ou même des fois qui essaient de continuer à la maison, de le mettre un petit peu de côté. On est vraiment ultra connecté à ce niveau-là. De plus en plus social aussi. 1h16 en moyenne passée tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est un peu moins de la moitié du temps global passé sur Internet. Je ne sais pas si vous avez en tête le nombre d'utilisateurs actifs de Facebook. C'est juste considérable. C'est 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, et 90% le font sur leur mobile. WhatsApp explose également, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs de WhatsApp. En France, on n'est pas encore super concerné. Quand on va en Espagne, par exemple,
On n'utilise pas le SMS en Espagne, c'est WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Un consommateur omnicanal, alors on parle de multicanal, cross-canal, omnicanal, effectivement, vous le vivez aussi au quotidien, on passe d'un device à l'autre, hein, on démarre le matin sur son mobile, on enchaîne avec le desktop, on termine sa commande du drive sur la tablette le soir, que ce soit ce qu'on appelle le repos, je fais ma recherche sur Internet pour commander ensuite pour aller chercher ensuite mon produit en magasin comme 85% des utilisateurs, ou bien le showrooming, je me renseigne en magasin et je termine ma commande sur Internet. Ce qui est important quand même, et nous, chez Dolmen, ça nous touche particulièrement, c'est que ce consommateur, il reste super attaché au magasin. On parle beaucoup de l'e-commerce, du digital. Néanmoins, c'est encore entre 90 et 95% des ventes qui sont réalisées dans les points de vente physiques. Et ça, c'est une conviction personnelle. En tout cas, je pense que c'est pas prêt de changer et qu'on a ce besoin de contact humain, ce besoin d'expérience. On parle beaucoup d'expérience ces dernières années aussi dans le domaine du marketing. Comment on vient vivre une expérience différenciante et humaine finalement en magasin. Et le digital, il est là au service de cette relation de proximité, au service de cette relation humaine. Notre consommateur, je dis le consommateur, mais encore une fois, c'est vous et moi, on a des attentes en termes de digitalisation, oui, et pour autant, c'est plus de 70% des consommateurs, quand on les interroge, qui craignent une déshumanisation du commerce. Donc il y a vraiment ce débat de dire, OK, on veut du digital, on veut du service, on veut du big data, et que ce soit bien utilisé, mais toujours au service de cette relation. Les nouvelles attentes, je vais revenir sur 3 principaux éléments. 1, plus de personnalisation, plus de reconnaissance, de la digitalisation, mais tout ça dans le respect de mes données personnelles. En termes de reconnaissance, effectivement, on est tous habitués, que ce soit Amazon ou les autres pure players, on a une expérience digitale qui est super riche en termes de personnalisation. Amazon est capable de nous faire des recommandations à partir de notre historique d'achat, à partir de ce qu'on a consulté, et ça devient complètement normal et on a des attentes de plus en plus fortes par rapport non seulement aux pure players, mais aussi par rapport à notre expérience globale en magasin et de réussir cette fluidité finalement qu'on a sur le web, pouvoir la vivre également quand on est en point de vente. Aujourd'hui, c'est pas très étonnant, 77% des Français sont en attente d'offres personnalisées. Quand j'habite en haut d'une tour dans un immeuble, les offres sur les tondeuses, ça ne m'intéresse pas. Je ne souhaite pas recevoir ce type d'informations. On a fait, alors pour le coup, le deuxième chiffre, c'est une étude qu'on a réalisée fin d'année dernière avec OpinionWay. Ces offres personnalisées, ça a de la valeur et en échange, on est prêt à donner un certain nombre d'informations. En l'occurrence, c'est 2 tiers des Français qui sont prêts à communiquer leur email en échange d'informations personnalisées. Si on déçoit cette information, forcément, ça a un impact aussi pour le consommateur. Si je donne mon email en échange d'offres personnalisées et qu'on m'envoie les offres sur les tondeuses alors que j'habite dans une tour, forcément, il y a un impact très négatif vis-à-vis de l'enseigne ou de la marque. Deuxième sujet, la digitalisation. C'est un terme que je trouve très très fort dans la même étude qui a été réalisée fin d'année dernière. Quand on interroge les Français sur leurs attentes vis-à-vis des commerces locaux, donc leur commerce de proximité, là aussi c'est quasiment les 2 tiers qui considèrent que le recours à des outils numériques pour les commerçants locaux est une question de survie. Le mot survie, il est super fort. Ça veut dire que demain, si mes différents commerces de proximité n'ont pas recours à des solutions digitales, ils sont morts. Alors tout le monde y trouve son compte finalement, le consommateur lui-même qui va pouvoir avoir des services, va pouvoir recevoir des informations, des offres promotionnelles, etc. Et alors, ce qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est qu'effectivement, assez logiquement, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule dedans, mais plus un consommateur est actif sur les différents réseaux qui sont proposés, plus il est fidèle et plus il génère de chiffre d'affaires. On veut du digital, on veut de la personnalisation, on veut de la contextualisation aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais au-delà de la personnalisation, c'est la contextualisation. Quand je suis à un endroit donné, près de mon magasin, je m'attends à recevoir des offres qui sont cohérentes. Quand je vais sur Waze, je suis bien contente d'avoir autour de moi les adresses des restaurants, les adresses des différents services qui vont bien. Cette notion de contextualisation, elle est importante aussi. Pour autant,
toutes ces informations que je vais laisser sur Internet à mes commerçants, à mes marques préférées, il y a cette notion de respect de ces données et de contrôle. C'est moins de 10% aujourd'hui des personnes qui estiment contrôler l'usage qui est fait de leurs données sur Internet. C'est énorme, enfin, ça veut dire que 90% considèrent qu'en gros, une fois qu'ils ont laissé leurs données, ils n'ont plus aucun contrôle. Le sujet du RGPD, c'était super intéressant avant parce qu'on dit qu'il faut qu'on puisse avoir accès à nos données, qu'on puisse les contrôler, qu'on puisse à un moment dire arrêtez de me communiquer. On sait tous, et on l'a tous vécu, qu'à partir du moment où on donne son adresse email en cochant j'accepte d'être contacté par les partenaires de telle enseigne, c'est fini. Notre adresse, elle se balade partout. Et puis pour rattraper le coup, c'est compliqué. Donc on a tous d'ailleurs plusieurs adresses email, voire plusieurs numéros de téléphone, le cas échéant. Donc le sujet, effectivement, finalement, c'est la confiance du consommateur vis-à-vis des marques et des enseignes. Quand on considère qu'on ne contrôle plus rien, c'est quel niveau de confiance on va pouvoir avoir vis-à-vis de cette enseigne et comment les enseignes, les marques, les magasins vont pouvoir recréer cette confiance. Alors, le règlement européen qui arrive est une des réponses, c'est-à-dire qu'on arrive avec la sanction pour le coup. Donc c'est le. Alors pardon, ouais, je vais un petit peu vite. Je voulais préciser aussi quelques éléments sur cette notion de protection des données. C'est des chiffres intéressants aussi. 64% suppriment leurs cookies, 54% sont attentifs à ce qui communique sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on a des personnes qui disent moi j'arrête de communiquer sur Internet, moi j'ai supprimé mon compte, moi je poste jamais de photos de mes enfants, etc. 38% utilisent des adblocks et puis 37% changent souvent leurs identifiants. Alors déjà, les cookies, ok, alors sur Internet, on voit à peu près comment ça marche pour supprimer ses cookies. Sur son smartphone, c'est déjà vachement moins évident. Il y a beaucoup moins de personnes qui font la démarche. Donc, ce sujet de la confiance, la réglementation va dans ce sens-là. La réglementation européenne, avec le RGPD, donc, qui arrive en mai 2018, va dans cette logique, finalement, de comment on va mieux servir le consommateur pour regagner cette confiance. Les risques, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont d'abord de perdre des clients, clairement, au-delà de la sanction pécuniaire qui n'est pas négligeable et qui rebondit un petit peu sur l'introduction qui était dire oui, aujourd'hui la Commission européenne inflige des sanctions considérables à des Google, à des Facebook. 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est considérable. Ça n'a plus rien à voir avec la petite amende de 150 000 € qu'on pouvait voir passer. Mais au-delà, c'est cette fameuse confiance, et celle-là, elle n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Une fois qu'on a perdu la confiance d'un consommateur, pour la regagner, c'est sacrément compliqué, et on sait que le côté viral, il est aussi hyper important. Donc un consommateur qui est déçu, il va faire de la mauvaise pub. Un consommateur qui est réconcilié avec une marque ou qui a une très bonne expérience en termes de service client, il va faire des petits aussi, et l'écho positif, il est d'autant plus important. Je ne vais pas revenir en détail sur le RGPD, mais c'est pour ceux qui étaient là l'heure précédente. En gros, le sujet, c'est la portabilité des données, donc la possibilité pour le consommateur, effectivement, de maîtriser finalement ces informations et de pouvoir les transmettre. La transparence, le droit d'accès de rectification, la protection des mineurs, ce qui est un nouveau point aussi, effectivement, avec le consentement des parents pour les moins de 16 ans. Le droit à l'oubli, le droit de dire oubliez-moi, virez-moi de vos fichiers, je ne veux plus entendre parler de vous. Guichet unique, là aussi, on va voir après dans les faits comment ça se passe, mais avoir un interlocuteur unique pour accéder à ces informations. Et puis, les sanctions renforcées, on vient d'en parler. Pour les entreprises et notamment pour les marques, les enseignes, les commerçants avec qui on travaille tous les jours en l'occurrence, il y a cette notion du consentement volontaire qui est très importante. Le recueil de la donnée, quand on parle d'une donnée, c'est une donnée de contact, un email, un numéro de téléphone, une adresse postale. Ça peut être aussi des données déclaratives. On le fait tous les jours quand on fait des animations dans les magasins, on collecte de la donnée. On va demander des informations du type quels sont vos rayons préférés, si on est dans le bricolage, est-ce que vous avez comme projet de refaire votre cuisine dans les 6 prochains mois, est-ce que vous avez des enfants, etc. Toutes ces données déclaratives, le faire de manière extrêmement claire. Et à un moment, si j'accepte de donner des informations sur mes rayons préférés, c'est bien pour avoir un meilleur service derrière. Donc si le contrat, j'ai envie de dire, il est clair d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de souci. Pouvoir prouver la date d'inscription, effectivement, on parlait des registres des traitements, oui, il faut pouvoir prouver qu'on a collecté une information à telle date, de telle manière, préciser la finalité de la collecte.
La durée de conservation des données, donc on parlait de 3 ans environ, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, si on n'a pas de contact avec le client, on n'est pas censé conserver sa donnée. Donc l'enjeu pour les enseignes derrière, c'est de réactiver quelque part, de remettre les compteurs à zéro, de dire comment je peux faire revenir mon client, le faire racheter un produit avec la communication qui va bien, avec le rafraîchissement des données qui vont bien. Droit d'accès, d'opposition, donner les moyens à ses clients d'accéder à leurs données de manière simple, sans avoir à écrire un courrier recommandé à je ne sais qui, trouver tel contact, etc. Donc là aussi, il y a des solutions qui existent pour donner accès à ces informations en temps réel. Nous, on le fait par exemple en magasin à travers des bornes ou à travers le smartphone et des opérations que ce soit sur le web ou sur smartphone. Et puis l'usage responsable, c'est beaucoup de bon sens derrière. C'est dire effectivement communiquer de manière ciblée, personnalisée. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais le cas de la tondeuse où j'habite dans une tour, c'est un vrai cas concret. Et encore tous les jours, on reçoit des informations qui n'ont rien à voir avec nos centres d'intérêt, qui n'ont rien à voir avec nos historiques d'achat, etc. Donc ce ciblage, cette personnalisation pour un pure player qui a tout un historique d'achat et des solutions et des outils marketing très poussés, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Quand on se met à l'échelle d'un magasin qui n'a ni les outils ni la data, c'est un autre sujet. Et c'est là qu'on peut arriver avec des solutions qui permettent d'accéder finalement à cette communication ciblée. Gérer la pression commerciale, là aussi. Un SMS, ça peut être super puissant pour une enseigne, pour un magasin quand c'est bien fait. Ça peut être très destructeur de valeur et d'image quand c'est mal fait ou quand la pression est trop forte. Parce que c'est mon portable, c'est mon doudou, c'est l'objet que j'ai tout le temps sur moi, il est hyper personnel. Donc si on s'adresse bien à moi, ça va être super. Si on ne s'adresse pas bien à moi, ça va être catastrophique en termes de relation client. Et puis, bien évidemment, c'est aussi le b.a.-ba, mais bien gérer les désabonnements, les NPAI, nettoyer son fichier. Nous, on rencontre tous les jours des commerçants qui ont un fichier Excel avec quelques adresses mail, j'allais dire tombées du camion ou pas, mais en tout cas, aucune trace de comment on a collecté l'opt-in. Est-ce que d'abord il y a un opt-in? Les désabonnements, peut-être qu'à un moment, le fichier Excel il a été utilisé pour faire une campagne de communication avec un outil, puis peut-être avec un autre une autre fois, et finalement, il n'y a pas de suivi et de traçabilité de ces désabonnements. Donc, il y a un sujet essentiel qui est de réconcilier ces données, de savoir les traiter et les organiser, et puis garantir que quelqu'un qui se désabonne, on arrête de lui communiquer. Tout ça, toutes ces informations-là doivent être traitées dans un registre de traitement, et c'est là qu'on a une co-responsabilité entre le sous-traitant et l'entreprise. Construire la confiance dans la durée, concrètement, ça passe par quoi? Donc, je vais détailler un petit peu les 3 niveaux. C'est depuis la collecte jusqu'à l'exploitation de la donnée en passant par son traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Collecter des données pertinentes et exploitables. Alors, pour améliorer la relation client, effectivement, le contexte et le mode de collecte sont très importants. Nous, ce qu'on constate au quotidien à travers nos opérations, c'est qu'une donnée qui est collectée dans le contexte d'un magasin, typiquement, n'a pas du tout la même qualité, le même engagement d'un consommateur qu'une donnée qui est collectée sur un jeu web quand on est dans son canapé tranquille avec sa tablette. Ce qu'on observe en magasin quand on est dans le contexte du magasin, donc dans cette relation de proximité finalement qu'on a avec son commerçant, quand on donne son email ou son numéro de téléphone dans son Super U ou chez son boucher ou chez son coiffeur, c'est pas du tout la même relation que quand on le donne à une enseigne, à une marque nationale. Et ce qu'on voit tous les jours, c'est qu'en termes de volume et de qualité, on a des taux d'opt-in en moyenne à 65% qui vont jusqu'à 90% sans une phrase détournée qui va dire donnez votre opt-in pour avoir un cadeau, j'en sais rien. C'est vraiment juste le bon sens finalement de cette relation humaine dont je parlais, de dire mon email, mes coordonnées, je les confie au responsable de mon magasin parce que je le connais, parce que je le vois tous les jours, parce que je vais faire mes courses toutes les semaines. Et ça, je reviendrai avec quelques chiffres après derrière, mais c'est un élément important. La qualité et la fraîcheur, effectivement. Quand on collecte de la donnée, c'est important de communiquer dessus rapidement. Une adresse email qu'on a collectée il y a 1 an avec aucune communication,
quand on arrive un an après en faisant « Oh, coucou, au fait, j'avais quelque chose à dire », ça, c'est pas le même effet, forcément. La transparence sur la finalité, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais oui, quand on collecte la donnée, si c'est pour envoyer des informations commerciales, faut le dire. Faut être clair sur l'usage qu'on va en faire. Ça, c'est des chiffres que je trouve intéressants justement pour rebondir sur ce côté local, proximité et contexte de la collecte. Une étude qui était la suivante, on a posé la question, est-ce que vous êtes plutôt réceptif à une communication qui vient du local ou du régional, ou une communication nationale ou une communication mondiale ? 68% des personnes interrogées répondent que oui, ils sont plus réceptifs à une communication locale ou régionale. Ce côté local, ce côté proximité, il est super important, et dans cette notion de répondre finalement aux attentes des consommateurs et être légitime dans sa communication, c'est un facteur important. 26% seulement pour du national, et puis une communication mondiale, donc on peut imaginer des grandes marques, les Coca-Cola, des choses comme ça, seulement 4%. Et on voit, il y a beaucoup de marques qui communiquent d'ailleurs localement, qui adaptent leur communication, leur publicité même, à une région, à une ville. Cette notion de local, elle se voit de plus en plus. Le traitement des données, alors effectivement, c'est dire quels sont les insights marketing que je vais utiliser. Pourquoi j'ai besoin de telles données? Là, on parle souvent de smart data plus de big data. C'est quelle est la donnée nécessaire et suffisante que je dois collecter pour construire une bonne relation de qualité. J'ai pas besoin forcément d'aller traquer tout ce qui se passe sur Internet. À un moment, je donnais l'exemple du projet cuisine. Oui, quand je suis dans le bricolage, je peux étudier tous les tickets de caisse que je veux. C'est pas parce que j'ai acheté un marteau et 3 clous la semaine d'avant que je vais refaire ma cuisine dans un mois. Par contre, si j'ai tout simplement posé la question à l'occasion d'une animation en magasin et que la personne me dit oui, moi j'ai en projet de refaire ma cuisine dans les 6 mois, cette information-là, elle vaut de l'or. Et quand on me recontacte derrière en me disant ça tombe bien, ou qu'on m'appelle même, je peux vous accompagner dans votre projet cuisine et avec éventuellement l'offre qui va bien, on sait qu'en termes de relations clients et en termes de transformation derrière, c'est beaucoup plus fort. On parle souvent de signaux faibles et signaux forts aussi, au moment de la collecte. C'est bien de savoir que j'ai liké tel et tel produit sur Facebook. C'est mieux d'avoir une information potentiellement déclarative. Avec l'exemple des cuisines, c'est exactement ça. Je peux aller liker des photos de cuisine sur Facebook. Ok, ça va me donner un indice que peut-être je suis intéressée ou peut-être pas. Par contre, si j'ai effectivement dit que j'étais intéressée par tel et tel produit ou tel et tel projet, on sait qu'on va taper dans le mille. Donc c'est ce signal fort qu'il faut aller chercher de manière plus intéressante. Forcément, les traitements, ça passe par des outils, une base de données unifiée. On parle de DMP, Data Management Platform. On parle de vision client 360 degrés. À un moment, réussir dans un seul et même référentiel client, une seule et même base de données, à savoir que telle personne, oui, elle a commandé en magasin, et puis peut-être qu'elle a commandé aussi sur Internet, et puis elle a eu tel incident avec le service client. Et toutes ces informations-là, si on fonctionne en vase clos ou en silo, forcément, on va avoir qu'un petit bout de la lorgnette, et en termes de relations clients, on sera beaucoup moins pertinent. Prise en compte automatique des abonnements, j'en ai parlé également. Dans l'exploitation, c'est un peu le Graal, la bonne offre à la bonne personne, via le bon média au bon moment. On en rêve tous dans le monde du marketing. Ça passe forcément par de la connaissance client en amont, par cette analyse de la donnée, par de la segmentation client. Ça passe par aussi les différents médias qu'on va utiliser. Je ne vais pas dire la même chose par SMS ou par SMS enrichi que par email. On sait que les taux d'ouverture email sont beaucoup plus faibles, l'ordre de 20% à peu près. L'email, on va privilégier des contenus plus relationnels avec des liens et des contenus derrière. Sur un SMS, qui est le média privilégié pour les magasins, notamment le SMS, on a des taux de retour extrêmement forts. 90% des SMS sont lus dans les 90 secondes qui suivent l'envoi. Et en magasin, c'est le média le plus réactif. Des offres sur du déstockage, des offres sur des produits frais. Typiquement, on travaille avec des poissonniers qui sont avant tout des très bons commerçants, qui ne sont pas des produits marketing, qui ne sont pas des technophiles, qui n'ont pas de temps à consacrer à tout ça, mais à travers des outils simples qui arrivent à envoyer à leurs clients qui aiment le poisson l'offre qui va bien avec le poisson du jour. Et ça, en termes de relations clients, c'est super fort.
Le respect du consentement, ça va de soi. Hein. On ne contacte que ses opt-in email, ses opt-in SMS si on est sur ces médias-là. Définition du meilleur mix média, la personnalisation. Là aussi, effectivement, elle est personnalisée avec, au-delà du nom-prénom, le contenu qui va bien, soit par rapport à un historique d'achat, soit par rapport à une expérience précédente. En synthèse, l'enjeu quand on parle d'usage responsable des données, c'est effectivement d'aller gagner ou regagner cette confiance des consommateurs, alors qu'on voit qu'on la perd. Hein. Souvenez-vous du 10% des consommateurs qui estiment contrôler leurs données, pour construire cette relation de proximité, une relation de proximité durable. C'est bien au niveau d'une enseigne, mais on se rend compte que c'est encore plus fort quand ça vient de l'humain finalement, d'un point de vente physique, où c'est mes commerçants qui vont être en relation avec leurs consommateurs. Le prérequis, c'est forcément la connaissance client. La connaissance client, elle passe par quoi? Elle passe par de la collecte de données. Il y a différentes possibilités, différents leviers qui existent. Privilégier, encore une fois, les signaux forts et le bon sens. Hein, poser des questions à ses clients, poser des questions à ses consommateurs. C'est simple, mais sacrément efficace. Communication ciblée et personnalisée, effectivement. Si j'ai dit que j'étais intéressée par tel rayon du magasin, je veux qu'on me parle de tel rayon, par tel produit, je veux qu'on me parle de tel produit. Et puis derrière, la protection, le respect des données, ça veut dire on ne fait pas n'importe quoi avec les données des consommateurs, on gère les désabonnements, on gère la pression commerciale, et puis derrière, tout ce qui est opt-in partenaire ou autre, on le fait aussi de manière transparente. Ça peut arriver, on a des cas d'enseignes, par exemple, on travaille avec Auchan, qui a un système bancaire ou de crédit à la consommation avec Onet. Ils travaillent ensemble main dans la main de manière totalement transparente. C'est-à-dire que Onet va pouvoir collecter des données dans des magasins Auchan, mais en disant très clairement, est-ce que vous êtes intéressé pour que Onet vous recontacte? Est-ce que vous avez des projets de financement dans les prochains mois? Et on a des taux de réponse, alors que les gens viennent faire leurs courses chez Auchan, qui sont juste énormes. Il y a 40% des personnes qui acceptent d'être contactées par ce partenaire, et il y en a les 2/3 qui expliquent qu'ils ont, oui, ils ont des projets de plus de 6 000 € d'investissement, et oui, ils ont l'intention d'acheter une voiture. Et donc il y a vraiment ce côté, à partir du moment où on est transparent, où finalement on apporte un service et on le fait de manière claire, et ben, il y a du répondant, et encore une fois, c'est en bonne intelligence avec beaucoup de bon sens. Donc voilà, pour conclure, nous c'est Dolmen, on est 90 personnes aujourd'hui à Rennes, et on est au service d'une relation client, on va dire, j'allais dire on lutte, c'est pas le bon mot, mais on agit pour remettre le digital au service de l'humain en partant du point de vente, et en se disant que c'est bien que Amazon me connaisse, que Facebook me connaisse, mais aujourd'hui finalement mon boulanger il me connaît moins bien que Facebook. Facebook me souhaite un bon anniversaire ou me rappelle les anniversaires de gens que je connais à peine, et mon boulanger chez qui je vais toutes les semaines, il est juste incapable de me proposer mon gâteau préféré pour mon anniversaire. Donc notre sujet, c'est comment on réconcilie tout ça, le monde physique, le monde du digital, avec des outils simples pour permettre à ces commerçants de communiquer avec leurs clients dans la durée. Voilà. Merci pour votre attention. Je sais pas. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voulais juste savoir votre enquête. Absolument, elle est disponible. Vous pouvez la retrouver sur notre site notamment. Et si vous tapez étude Opinionway Dolmen, vous allez la trouver. Elle est sur le site Opinionway aussi, ouais. D'autres questions, non? Merci.